et bienvenue dans ce 101%. Aujourd'hui, nous allons voir la critique du jeu Kid Icarus Uprising, le jeu qui m'a donné envie d'acheter une 3DS, un des 6 sur les royaumes d'acier, la rubrique des smartphones et tablettes, auto, et tout de suite, on attaque les news. Nintendo a récemment partagé son trailer de pré-lancement concernant Pandora's Tower, un action RPG sur Wii que les Occidentaux étaient nombreux à attendre. Sorti il y a un peu moins d'1 an au Japon, Pandora's Tower s'est démarqué surtout par son histoire un peu sombre qui mettait en scène le jeune ND et son ami Cérès, touchés par une malédiction qui l'oblige à se nourrir de cœurs de démons pour ne pas se transformer elle-même en créature maléfique. Une très belle histoire soutenue par un game system lui aussi original, dont pourront profiter les Occidentaux dès le 13 avril prochain. Pour en savoir plus sur cette action RPG, on vous invite évidemment à jeter un œil à la critique import, diffusée dans le 19e numéro de XP. On continue ces news avec Sega, qui vient d'annoncer que son futur MMO Phantasy Star Online 2 utiliserait le modèle du free-to-play, c'est-à-dire un jeu gratuit mais où l'on peut acheter des objets, personnages ou bonus optionnels. Et c'est une première, mais à côté des plateformes traditionnelles, des versions iOS et Android sont également prévues. Pour le moment, le jeu est toujours prévu sur PC et Vita au Japon pour l'été 2012. Quelques jours à peine après une première news consacrée à la suite de Epic Mickey, voici le tout premier trailer du jeu. Ce dernier possède désormais un titre officiel français, Disney Epic Mickey, le retour des héros, qui met l'accent sur la présence d'un second personnage jouable en coop, en la personne de Oswald, le lapin chanceux. Si Mickey retrouvera son fameux pinceau magique, Oswald lui sera armé d'une télécommande qui lui permettra de contrôler l'électricité. Les deux héros seront aussi dotés d'une voix, contrairement au premier jeu, afin de donner à cette suite un aspect plus comédie musicale. Disney Epic Mickey le retour des héros possède désormais une date de sortie, le jeu ayant été confirmé pour septembre prochain sur au moins 3 plateformes, la Xbox 360, la PS3 et la Wii. Disney Epic Mickey, the power of two. De plus en plus, on voit des sites web qui proposent aux internautes de financer des projets d'artistes ou de réalisateurs. Et ça existe aussi pour les jeux vidéo. Par exemple, des étudiants qui vont proposer un projet dont ils n'ont pas forcément les moyens pour le développer. Ils vont demander aux internautes de les aider à financer leur projet. Ce principe est simple, ça s'appelle le crowdfunding. Alors, je vous en dis plus juste après la critique de Kid Icarus. I've located Dark Pit. Where is he? Ow! La popularité comme les plantes, ça se cultive. Et avec seulement 2 titres en 25 ans de carrière, il faut avouer que Pete a laissé la sienne quelque peu fanée. En effet, si les plus anciens connaissaient le héros angélique de Kid Icarus pour sa première aventure sur NES, les plus jeunes ont fait sa rencontre assez récemment à l'occasion du tout dernier Super Smash Bros. Avant d'être une des guest stars de ce grand jeu de baston, Pete était donc presque tombé dans l'oubli. L'endroit était donc bien choisi pour effectuer un comeback, car tel une émission de télé-réalité, le crossover Made in Nintendo s'avère être un excellent moyen de relancer la carrière d'une mascotte. Après avoir remis la belle Samus Aran sous le feu des projecteurs en 99, la série des Smash Bros nous a rappelé qu'outre un plombier trapu et un elfe des bois, la firme de Kyoto compte aussi dans ses rangs un ange à l'allure enfantine. Affublé d'un nouveau design nettement plus charmeur qu'à l'époque de la NES, Pete n'attendait plus qu'une chose, repartir à l'aventure, et c'est finalement sur 3DS que l'ange a choisi de revenir redéployer ses ailes. Annoncé depuis le début comme la vitrine graphique de la portable de Nintendo, Kid Icarus Uprising était prévu pour le lancement de la console. Mais c'était sans compter sur le perfectionnisme de Sakurai Masahiro, qui est aussi derrière la saga Smash Bros justement. Un perfectionnisme qui s'est traduit par de nombreux reports de la date de sortie. Le résultat, vous en êtes témoin, c'est qu'1 an après la sortie de la 3DS, Kid Icarus vient tout juste de sortir, et la première question qui nous vient en tête, c'est évidemment, est-ce que tous ces reports en valaient la peine ? On a presque envie de vous spoiler toute la critique en vous répondant par la positive. Let's do this! Sorry to keep you waiting. It's been too long, Lady Palutena. We can chat later, Pit, but now it's time to fight. Uprising est le 3e volet de la série des Kid Icarus. Il prend chronologiquement place après les épisodes sortis sur NES et GBA, soit très exactement 25 ans après la défaite de Medusa, la Reine des Ténèbres. Dans l'univers du jeu, les dieux sont en effet craints ou adorés.
Alors que Medusa ne vit que pour terrifier l'humanité, Palutena, la puissante déesse de la lumière, a pour devoir de veiller sur les humains en leur apportant son aide. Pete, notre héros, est bien entendu du côté des gentils, car en plus d'avoir un sens de la justice très aiguisé, il est aussi le commandant de la garde de Palutena. Even though I almost died, I've really enjoyed our time together. C'est donc lui que la déesse envoie sur le champ de bataille lorsque ça chauffe sur Terre. Et après plusieurs décennies relativement paisibles, l'ange est forcé de reprendre du service, l'ignoble Medusa semble refaire surface et la planète est de nouveau envahie par ses sbires tout droit sortis de l'enfer. Medusa! Hello there, Pete. And you too, Palutena. C'est le début d'une longue aventure pour Pete. Aventure qui sera rythmée par l'arrivée progressive de nouveaux personnages, tous plus charismatiques les uns que les autres. Wait, you two know each other? Mais parmi tout ce beau monde, il sera parfois difficile de cerner qui sont les vrais antagonistes. Attendez-vous donc à de nombreux rebondissements. Wait! No, let him go. He's in for a big fall, and we need to get back to stopping Medusa. Ne vous fiez pas aux apparences, malgré les magnifiques ailes blanches que Pete arbore, notre héros est tout bonnement incapable de voler. Now or never. Comment fait-il pour mener toutes ces joutes aériennes, vous demandez-vous? C'est bien simple, en tant que soldat de l'armée de Palutena, la déesse lui offre ponctuellement le don du vol. En clair, c'est la déesse, de par son œil omniscient, qui dirige la trajectoire de l'ange dans les cieux, Pete ne faisant qu'éviter les obstacles. Seul problème, ce don ne dure que 5 minutes, et passé ce délai, les ailes de Pete se mettent à brûler en provoquant une chute mortelle pour notre héros. C'est la raison pour laquelle les chapitres de ce Kid Icarus suivent quasi systématiquement ce même schéma. Une première phase en l'air dans la pure tradition des rail shooters et une deuxième phase à terre plutôt style TPS plateforme. Deux environnements de combat pour deux styles de gameplay différents. Au cas où vous l'auriez oublié, la 3DS dispose d'un stylet et Kid Icarus compte bien vous le rappeler car vous risquez de l'user fortement au cours de vos péripéties. Lors des phases rail shooter, vous dirigez Pete avec le stick gauche et visez grâce à l'écran tactile. On tire avec le bouton L et il est possible de charger ses projectiles en cessant le feu jusqu'à ce que le réticule change de forme. Tout comme dans Star Fox, Pete peut dévier les tirs ennemis en faisant un tonneau, ce que les fans de Lylat Wars apprécieront sans nul doute. Sorry. Efficaces et précis, les contrôles sont faciles à prendre en main, d'autant plus que tout est paramétrable, de l'inversion des axes horizontaux et verticaux à la sensibilité du viseur. Les choses se compliquent néanmoins lorsque Pete pose ses pieds à terre. Le système de visée reste le même, mais beaucoup d'éléments viennent s'ajouter au gameplay. Ses trajectoires ne sont plus décidées par Palutena, et il peut donc aller où bon lui semble et à son propre rythme, en faisant tourner la caméra via le stylet. À la place du tonneau, vient un système d'esquive aidé par des marqueurs indiquant à Pete d'où provient le danger. Pete peut ainsi éviter in extremis une attaque en bougeant rapidement le stick dans une direction. Une fonctionnalité vitale qu'il faudra absolument maîtriser pour espérer survivre. Mais le plus grand changement réside dans l'utilisation des armes. Dans Kid Icarus, celles-ci sont nombreuses, très nombreuses, et elles jouent un rôle très important dans cette deuxième phase. Chaque type d'arme a ses forces et ses faiblesses, et chaque arme a ses propres attributs, comme des bonus de vie, de vitesse ou encore de puissance. Il existe 1001 façons d'acquérir de nouvelles armes, car non contentes d'être dispersées dans les niveaux, elles peuvent être aussi achetées entre les missions, échangées via le Street Pass, ou bien créées grâce à un système de crafting aux possibilités relativement grandes. Entre les bâtons, les arcs, les massues, les canons ou encore les satellites, que vous soyez adepte du corps à corps ou de la longue distance, vous trouverez forcément le style qui vous convient dans l'éventail énorme des armes à acquérir. Mais ce n'est pas tout. Pour pousser plus loin l'aspect personnalisation, vous pouvez aussi attribuer des dons à Pete via un menu qui n'est pas sans rappeler Dr Mario. Ces dons aux utilisations limitées sont en fait des bonus temporaires activables à tout moment. Ils peuvent par exemple vous permettre de régénérer une partie de votre énergie, d'augmenter votre défense ou bien d'empoisonner vos ennemis. Tout comme les armes, ces dons se débloquent au fil de l'aventure ou en remplissant certains objectifs. Alors autant dire que comme au bon vieux temps, il vous faudra suer pour pouvoir vous vanter d'avoir obtenu tous les items de Kid Icarus, d'autant plus que le mode online est là pour vous inciter à jouer encore plus longtemps. Plus qu'un simple bonus, le mode multijoueur vous permet de débloquer de nouvelles armes et de nouveaux dons aléatoires, que vous pourrez ensuite utiliser dans votre aventure solo. Il existe deux types de matchs. Le mode chacun pour soi, qui comme son nom l'indique est un mode deathmatch, où vous pouvez vous mesurer à d'autres anges à travers le monde dans une bataille bien bourrine. Et le mode lumière versus ténèbres, qui se joue en équipe. Le principe est simple, 2 équipes de 3 joueurs s'affrontent dans des arènes, et chacune des 2 équipes dispose d'une barre de vie qui diminue à chaque frag. Une fois que cette barre tombe à 0, le dernier ange à avoir été vaincu se transforme en Pete ou en Dark Pete selon son équipe et le jeu se termine dès qu'un de ces 2 héros meurt.
La petite subtilité, c'est qu'il est possible de vous équiper de vos dons et de vos armes de l'aventure solo, mais plus votre arme est puissante, plus vous perdrez de la vie en vous faisant toucher. Il va donc falloir faire des compromis. In the name of the goddess Palutena, the defender of all that is good! Those who hide in the darkness will be made to face the light. Qu'on se le dise, la 3DS en a dans le ventre, et après les derniers Metal Gear Solid et Resident Evil, Kid Icarus est là pour nous le prouver une fois de plus. Grâce à ses somptueux décors et ses animations toujours fluides, même lors de phases intenses avec la 3D activée à fond, Kid Icarus est techniquement quasi irréprochable. Difficile de lui trouver de véritables défauts, tant ses développeurs semblent avoir pris le temps de penser à tout et à tout le monde. Contrairement à d'autres grandes licences de Nintendo, Kid Icarus réussit le pari risqué de satisfaire à la fois les joueurs occasionnels et hardcore gamers, via un système de difficulté ingénieusement bien pensé. À chaque début de niveau, il est possible de calibrer l'intensité du chapitre, en misant des cœurs, la monnaie d'échange du jeu. Moins vous misez de cœurs, et plus facile sera la victoire. Mais ne dit-on pas qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ? Si au contraire vous décidez de miser un paquet de cœurs, les ennemis seront bien plus présents et dangereux, en conséquence de quoi vos récompenses seront bien plus grandes. Au niveau maximal de difficulté, Uprising est indéniablement corsé, et il risque même de frustrer les plus aguerris d'entre vous, ce qui est paradoxalement une bonne nouvelle. À vous donc de trouver le juste milieu entre plaisir et challenge, sachant que le jeu vous conseille lui-même un seuil d'intensité en fonction de vos résultats. En creusant bien, on trouvera quand même 2-3 reproches à faire à Kid Icarus, comme des phases à terre parfois longuettes ou des boss fights manquant parfois de piment, mais tout cela n'est que détail par rapport aux nombreux points positifs du jeu. Kid Icarus Uprising est un exemple, un jeu old school au level design parfois psychédélique et à l'humour efficace pour peu que vous preniez le temps de lire les dialogues, ce qui n'est pas toujours facile dans le feu de l'action. On vous invite quand même à porter une attention toute particulière au tandem Pete-Palutena, qui n'hésite pas à briser fréquemment le 4e mur via des jeux de mots hilarants et des répliques efficaces. Les amoureux de l'univers de Nintendo y trouveront forcément leur compte grâce aux multiples références à d'autres licences, comme ces méduses volantes drainant l'énergie vitale par exemple. Les collectionneurs aussi auront de quoi s'occuper, grâce aux très nombreux objets à acquérir, aux chasses au trésor à accomplir ou aux modèles 3D à réunir. À mi-chemin entre Star Fox et Sin and Punishment, le 3e épisode de Kid Icarus est long, éprouvant physiquement, mais absolument jouissif. Il réunit tout le savoir-faire, l'humour et le génie de Nintendo. Et si vous ajoutez à toutes ces qualités un mode multijoueur sympathique et tout aussi addictif, jouable en équipe ou chacun pour soi, vous avez là un classique instantané, indispensable et incontournable pour tous les possesseurs d'une 3DS. And there you have it, victorious. Good work. Let's be on our way. Alors dans le terme crowdfunding, il y a crowd qui signifie foule et funding qu'on peut traduire par financement. Donc il s'agit de réunir un max de financeurs pour mener à bien un projet. Chacun va apporter sa petite contribution. Alors par projet, ça peut être un album, un jeu vidéo ou pourquoi pas un jeu de rôle qu'on pourrait un jour voir dans un des 6. Bonsoir et bienvenue de l'autre côté de l'écran. L'histoire des jeux de rôle est intimement liée à celle des jeux de figurines, et parfois un même univers s'incarnera sous les deux formes. L'univers des Royaumes d'Acier est d'abord né sous forme d'une trilogie de campagne pour Donjons et Dragons 3, nommée la trilogie Witchfire au début des années 2000. Cet univers a par la suite engendré le wargame War Machine, mais aussi un jeu de rôle basé sur le système D20 qui nous intéresse aujourd'hui. Les Royaumes d'Acier est un univers mêlant fantasy et steampunk. Ses créateurs le décrivent par l'expression Full Metal Fantasy. Contrairement à d'autres univers où magie et technologie ont des rapports antagonistes, le monde de Caen a atteint l'équivalent de sa révolution industrielle. La magie n'est plus considérée comme un art mystérieux mais abordée comme une science au même titre que la physique ou la chimie. La mécamagie est issue de la fusion de la magie avec la technologie, permettant par exemple de construire les formidables scaraciers, des mechas à vapeur utilisés tant pour les lourdes tâches que pour la guerre. Les Royaumes d'Acier se déroulent dans la partie occidentale du continent d'Imoren, divisé en plusieurs nations plus ou moins influentes. Les deux nations principales sont les royaumes de Cador au nord et Cygnar au sud. La tension monte entre les deux puissances et la guerre semble désormais inévitable, et le jeu des alliances et des haines ancestrales risque d'embraser l'ensemble de l'Imoren occidental.
Lorsque la guerre éclatera, elle sera livrée avec l'épée et la magie, mais aussi les armes à feu et les machines. Dans ce contexte, des héros émergent pour forger le futur du monde de Caen. Le monde de Caen est peuplé des races classiques de la fantasy. Les humains tout d'abord, répartis entre différentes ethnies comme par exemple les Cardes, les Umbréens, les Turiens ou les Caspiens. Chaque ethnie est traitée comme une race à part entière avec ses forces, ses faiblesses et ses différences culturelles. Les nains sont également une race majeure de l'Imoren et l'essor de la mécamagie leur a permis de prospérer. Les elfes sont également de la partie et se subdivisent entre d'une part les Iozéens et d'autre part les Nis, les elfes de l'hiver. Contrairement aux nains, les elfes sont sur le déclin. 3 autres races sont jouables, les gobelins, les ogrins et les trollkins. Traditionnellement relégués au rang de monstres dans d'autres univers de fantasy, ces races ont trouvé leur place au sein de la société industrielle des royaumes d'acier. Jeu issu de Donjons et Dragons oblige, les personnages des joueurs appartiendront à une classe. On retrouve les classiques guerriers, magiciens, prêtres et autres druides. Mais les royaumes d'acier possèdent également des classes propres comme le mage balisticien ou le mécarcaniste. Le jeu inclut également des classes de prestige comme le fusilier, le mécastratège ou le tueur de mages, un assassin elfe traquant les mages humains car il considère que ceux-ci souillent la magie. Les royaumes d'acier utilisent le système D20 OGL, c'est-à-dire que le jeu est basé sur les règles de Donjons et Dragons 3.5. C'est donc le système classique bien connu des fans de D&D et utilisé dans de nombreux autres jeux. Chaque attribut du personnage lui octroie un bonus ou un malus, les actions se résolvent en jetant un dé 20 en ajoutant les bonus ou malus correspondants, le but étant d'obtenir un résultat supérieur ou égal à un seuil de difficulté. Une large partie du guide des personnages des royaumes d'acier est consacrée à la magie qui possède ses spécificités propres. Outre les pouvoirs de magie divine accordés par les dieux du panthéon de Caen, les joueurs pourront apprendre à maîtriser la magie profane, la nécromancie, l'infernalisme, l'alchimie et bien entendu la mécamagie qui combine magie et science et permet de fabriquer des machines incroyables. Les Royaumes d'Acier est un bel univers qui possède une grande richesse et son mélange de fantasy et de steampunk lui permet de s'affranchir de certains clichés de la fantasy Donjons et Dragons lambda. Son gros défaut à l'heure actuelle est que pour y jouer, il faut donc posséder le manuel du joueur du Donjons et Dragons 3.5, ce qui peut poser un problème car l'édition 3.5 n'est plus publiée. Alors bien sûr, il est possible de se débrouiller en se tournant vers d'autres systèmes à base d'OGL comme Pathfinder ou le DK System, pour n'en citer que quelques-uns, mais ce n'est pas l'idéal. Heureusement, une nouvelle édition du jeu devrait arriver dans le courant de l'année et on espère bientôt en version française. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines et d'ici là, jouez bien! Alors je voulais vous parler de crowdfunding parce que récemment, Tim Schafer a vraiment créé la surprise en lançant un projet. Il n'a pas donné énormément de détails sur son projet, il a juste dit que ça allait être un point and click et qu'il allait le faire lui-même. Et bizarrement, plus de 87 000 personnes ont donné de l'argent à Tim Schafer. Et en tout, il a réuni 3,3 millions de dollars au lieu des 400 000 qu'il attendait au départ. Alors ce qui est génial, c'est que du coup, il a prévu une version de plus pour smartphone et tablette. L'espace est la nouvelle frontière allègrement franchie par les suites de blockbusters sur smartphone. Sorti à peu de choses près en même temps que Angry Birds Space, Flight Control Rocket est la suite du génialissime Flight Control. Si vous ne connaissez pas ce dernier, c'est que vous le faites exprès. Sorti sur PC, Mac, DSiWare, WiiWare, Sony Entertainment Network et tous les smartphones et autres tablettes tactiles existants, la simulation d'atterrissage d'avion n'a pas vraiment fait dans la demi-mesure. Aujourd'hui, votre doigt ne fera plus atterrir des avions sur plusieurs pistes, mais des vaisseaux spatiaux sur un vaisseau mère avec des docking bays de plusieurs couleurs. Dit comme ça, on a l'impression que le studio Firemint, qui s'était récemment distingué avec l'excellent Spy Mouse, disponible depuis peu sur Android, s'est contenté d'un bête rhabillage de son hit. Ce n'est pas le cas. Pourtant, son gameplay minimaliste reste inchangé et nécessitera une nouvelle fois de guider une quinzaine de types de vaisseaux aux comportements distincts, apparaissant de façon anarchique de tous les coins de l'écran. Certains accélérant lorsqu'on leur attribue une destination, d'autres larguant derrière eux des petits qui viendront pourrir vos trajectoires d'atterrissage. À ce principe inchangé, les développeurs ont greffé plusieurs petites nouveautés. Il sera par exemple possible d'acheter des robots que l'on pourra attribuer à 3 slots, ces derniers influant sur certains paramètres de jeu, en multipliant vos gains, vos points ou encore en modifiant le comportement d'un certain type de vaisseau. Ces robots gagneront en expérience, celle-ci pouvant être multipliée par l'usage de cristaux que l'on pourra acheter dans la boutique. Dans cette même boutique, il sera possible d'acquérir des piles qui permettront d'étendre la durée de vie des robots, leur utilisation étant limitée dans le temps.
On notera aussi la présence de 3 modes de jeu différents, le tutoriel, le mode Odyssée et le mode infini. Si ce dernier correspond au mode rapide classique, le mode Odyssée, lui, vous propose de survivre à plusieurs vagues de vaisseaux avec la possibilité de reprendre la partie à l'étape où vous vous étiez arrêté. Sachant que dans ce mode, le multiplicateur de points est bloqué à 5, mais ne repose plus sur l'atterrissage continu de vaisseaux de même couleur. Désormais, une collision ne vous sera plus fatale, un minimum de 3 vies en forme de cœur vous étant attribué au début de chaque partie. Mais ce qui séduit d'emblée avec Flight Control Rocket, outre sa finition exemplaire, c'est la qualité de sa direction artistique. Très rétro, mais pas dans le sens pixel art du terme, l'habillage du jeu propose une esthétique douce et colorée, très cartoon dans l'âme, avec un thème musical diaboliquement entraînant. Téléchargeable pour moins d'€1, ce jeu édité par EA Mobile, le géant américain ayant racheté le studio Firemint en 2011, pêche un peu par sa propension à pousser le joueur à dépenser plus pour progresser plus vite. Ceci dit, rien ne vous oblige à céder, même si la tentation est grande par moments. Acquérir les différents robots du jeu demandera donc beaucoup de temps pour tous ceux qui ne craquent pas dans la boutique, et votre progression sera volontairement ralentie du fait de la nécessité d'acheter des piles pour pouvoir enchaîner les parties en maximisant vos gains. Optimisé pour l'iPad, Flight Control Rocket tire également parti de l'écran Retina de l'iPad 3 et reste une valeur sûre des plateformes iOS. Jusqu'à maintenant, Angry Birds s'était contenté de quelques updates thématiques tels que Seasons et Rio, sans modifier le moins du monde son gameplay. Angry Birds Space, lui, apporte réellement quelque chose de neuf. Désormais, les cochons sont planqués dans des bulles d'oxygène flottant dans l'espace ou des structures posées sur des planètes. Les oiseaux, eux, se propulsent toujours à l'aide d'une fronde. Jusque-là, rien de bien nouveau. Sauf que les planètes sont entourées d'un champ de gravité qui modifie la trajectoire de vos lancers. Il faudra donc jouer avec la force d'attraction des planètes, un peu comme dans le jeu WiiWare Artstyle Orbiant, pour aller jusqu'à mettre en orbite ces oiseaux. Du coup, le gameplay du jeu s'en trouve profondément modifié. Si la mécanique reste la même, on casse du cochon en shootant des oiseaux de différents types dans les airs, certains explosifs, d'autres qui se séparent en plusieurs oisillons, les paramètres à prendre en compte sont nettement plus nombreux et demandent un investissement cérébral plus important de la part du joueur. On devra par exemple arracher des débris à l'attraction d'une planète pour les envoyer bouler dans l'espace afin d'éclater les bulles abritant des cochons, ou encore s'arranger pour pousser des rochers stationnaires vers une planète afin qu'ils soient happés par le champ de gravité et détruisent les abris des cochons situés à sa surface. Si Angry Birds premier du nom était un jeu franchement basique, Angry Birds Space devrait maintenant pouvoir séduire des joueurs plus aguerris. Autrement dit, Angry Birds Space est un jeu à même de séduire les gamers, jusque-là récalcitrants au jeu phénomène de Rovio. Une 60aine de niveaux sont proposés pour le moment, avec des bonus cachés, de nouveaux oiseaux comme les oiseaux de glace capables de geler les structures et de nouveaux super pouvoirs. Comme d'habitude, le jeu est payant sur iOS et gratuit sur les plateformes Android, même si l'on doit du coup se coltiner les bandeaux publicitaires. Et puis comment ne pas parler de l'incroyable promo marketing du jeu, dont le lancement a été assuré de l'espace par la NASA et le cosmonaute américain Don Pettit depuis la station ISS. Si ça c'est pas la classe, c'est quand même sympa d'être blindé de thunes de temps en temps. Parce qu'évidemment, Angry Birds Space est déjà en tête des jeux téléchargés sur iOS et Android. Whoa, look at that! Wow, all the way down! Pour conclure cette rubrique riche en blockbusters, nous avons choisi de vous parler de Twin Spin, la toute dernière production du studio parisien Globes. Si leur nom ne vous est pas inconnu, c'est normal. On leur doit en effet les compiles de minigames Globulos, jouables sur le net, mais également sur DSiWare et les plateformes iOS. Twin Spin se présente quant à lui comme un one-button game où l'on peut mouvoir deux petits smileys reliés par un fil que l'on déplace l'un après l'autre en tapotant l'écran. En fonction de l'endroit et la vitesse à laquelle vous tapotez, vous pourrez marcher en ondulant du smiley, mais aussi courir ou glisser. Les 72 niveaux du jeu permettront également des interactions particulières à base de rebonds et de propulseurs, entre autres. À la fois jeu d'arcade bête comme chou et puzzle game intelligemment conçu, Twin Spin est une belle réussite. Il convient de préciser qu'il est néanmoins réservé aux iPhone, iPod Touch et iPad, tournant sous iOS 5, une mise à jour prévoyant de l'optimiser pour les tablettes Apple, y compris la dernière en date. Ce qui est bien dans ce principe, c'est que c'est la foule qui décide de soutenir ou non un projet et non un producteur qui va faire ça sur des critères qu'on ne connaît pas forcément. Alors c'est sûr, pour Tim Schafer, qu'on connaît pour Grim Fandango ou encore Monkey Island, ça va être plus simple que pour une équipe de jeunes développeurs qui, avec un super projet, va pas forcément tout de suite avoir l'aura d'un Tim Schafer. Mais au moins, si leur projet est bien présenté, la foule pourra les soutenir. Et c'est quelque chose qui se fait beaucoup aussi en musique.
Bonsoir à tous et bienvenue dans Auto. Ce soir, vous aurez une émission un peu spéciale. Comme chaque semaine, en fin d'émission, je vous annoncerai les nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives dès samedi soir. Avant cela, vous aurez les annonces de concerts, mais le gros de l'émission sera consacré à vous présenter une toute nouvelle artiste qui arrive à l'antenne et qui, je l'espère, vous touchera comme elle me touche. Il s'agit de la chanteuse Miwa. Après cela, elle a travaillé en cachette pour pouvoir se payer la guitare de ses rêves, une Gibson J45. Et comme si ça ne suffisait pas, elle devait aussi faire ses premiers concerts en cachette car elle n'avait pas non plus le droit de bosser dans le monde de l'entertainment. Elle a beaucoup joué dans des live house à Shimokitazawa et à Shibuya et en 2007 et 2008, elle a sorti 2 singles qu'elle a produits elle-même en indépendant. J'imagine que Sony l'avait repérée dans ces eaux-là car arrivée en 2010, elle sort son premier single en major, Don't Cry Anymore. Pour ses débuts en major, Miwa venait de terminer le lycée et entrer à l'université, donc libre de faire ce qu'elle voulait. Et ce premier single a bien marché en Chaku Utaful, chanson qu'on achète via téléphone portable, où il a été téléchargé plus de 100 000 fois. Cette chanson, Miwa l'avait écrite spécialement pour le drama Nakana Itoki Metahi, dont elle était la chanson thème. Don't Cry Anymore a même remporté le... En août, elle chante 2 titres pour le très beau film d'animation Colorful qui vient de sortir en DVD chez nous, Bokuga Bokude Aru Tameni et Aozora. Ces 2 chansons n'ont malheureusement pas de clip. Otoshimono, un single qui ne s'est vraiment pas démarqué dans les charts, mais qui pour moi a toute son importance puisque c'est avec ce titre que j'ai complètement craqué sur elle. C'était durant mon année au Japon et comme beaucoup de japonais, je regardais le drama Jui Doritoru et la chanson de Miwa arrivait toujours à des moments très touchants, hyper dramatiques dans l'histoire. Sinon c'est aussi la première ballade qu'elle utilise comme chanson-titre d'un single. Lors du 25e Japan Gold Disc Award en 2011, elle entre dans le top 5 des meilleurs artistes de l'année. C'est donc une Miwa qui commence à être reconnue qui sort son 5e single, Haru ni Nattara, en février 2011. En avril, son émission mensuelle devient une émission hebdomadaire et change légèrement de nom, ça devient Miwa no All Night Nippon. Un bonheur n'arrivant jamais seul, c'est ce même mois qu'elle sort son premier album, Guitarissimo. Il arrivera premier des charts et c'est la première artiste à être née dans l'ère Heisei, donc de 89 à aujourd'hui, qui réussit un tel exploit. Il semblerait que l'album ne se soit vendu qu'à 66 000 exemplaires et pourtant, je me souviens encore comment j'ai galéré pour trouver une édition limitée. Il n'y en avait plus une seule dans toutes les boutiques de Tokyo et j'étais obligée de la commander à quelqu'un qui l'avait déjà acheté, enfin une édition d'occasion. En juin, elle revient à la charge avec une nouvelle chanson, Yon Yon Ichi. Ce nouveau single est un concentré de ce que Miwa fait de mieux. Elle a d'ailleurs été invitée à participer à l'émission Music Station pour interpréter Yon Yon Ichi. Et ce n'est pas rien car c'est une émission très prisée. La piste 2 de ce single plaira aux fans d'anime car c'est l'opening du film d'animation Full Metal Alchemist The Sacred Star of Milos. En septembre, avec son nouveau single Friday Ma Magic, elle chante à nouveau pour un drama, la version live du manga et animé Host Club. Et comme il faut un début à tous, c'est la première chanson où elle s'essaye un petit peu au rap et c'est le premier clip où elle danse une chorégraphie. Et à la fin du mois de décembre, elle a sorti son premier DVD et Blu-ray live. Premier single de 2012 est une ballade, il s'agit de Kata Omoi qui lui vaut une fois de plus l'honneur de chanter au Music Station. Dans ce clip, on ne voit d'ailleurs pas une seule fois de guitare puisqu'elle joue du piano tout le long. Il y a quelques jours à peine, son nouvel album Guitarium est sorti au Japon et il s'est retrouvé 3e des charts. C'est quand même une bonne performance quand on sait que devant elle, il y avait les SDN48 et les Ikemonogakari. A mon avis, ce n'est que le début pour Miwa et j'espère que vous l'accueillerez chaleureusement sur nos lives en votant pour ses clips au J-Top.
commence les concerts avec le groupe Blood qui sera en France pour 3 dates. Le 1er avril, et ce n'est pas une blague, à Roubaix au Bar Live 301, le 4 avril à Paris au Club et le 11 à Marange-Sylvange au Dog Club 412. La tournée de Trildan débutera le 2 avril en France avec leur date parisienne au Club. Le 3, ils enchaîneront avec leur release party qui aura lieu au Kawaii Café. Et le 5, ils seront à Clermont-Ferrand, le 19 à Lyon et le 21 à Toulon. On continue avec le groupe Osaka Monorail, ils viendront faire swinger les Français sur 2 petites dates seulement. Le 7 avril à Montpellier au Jam et le 8 à Marseille au Paradox. Keiji Haino, musicien hors norme, sera en concert en France pour 3 dates dans le cadre du festival Sonic Protest. Fans de noise, notez bien les dates. Le 12 à Paris à l'église Saint-Méry, le 13 à Marseille à l'Embobineuse et le 14 à Dijon au Consortium. On termine les concerts avec la venue de l'Arc-en-Ciel au Zénith de Paris le 14 avril prochain. Il reste encore quelques places, alors dépêchez-vous si vous n'avez pas encore la vôtre. Ça y est, c'est la fin de l'émission, il est temps maintenant de parler des nouveautés qui entreront en rotation sur nos lives juste après le J-Dub samedi soir. Et cette semaine, vous aurez le groupe de rock One Buck Tuner avec le clip Rock and Coke, un clip très sympa avec une grande fête costumée. Voici un clip de cet artiste atypique qui est Spoon Plus. Le clip s'appelle Ice Cream et je trouve que finalement on voit très peu la glace dans ce clip. Ça faisait longtemps, un clip de Koleva et pas n'importe quel clip, un clip 2 en 1. Killa Killa Akihiko featuring Shingo Nishinari. Vous passez d'un toit pour Killa Killa à un tunnel pour Akihiko. Vous aurez aussi un nouveau clip de Vivid, il s'agit de Fake, leur dernier clip de 2011. On n'oublie pas Ma Petite Miwa que je vous ai longuement présenté tout à l'heure. Le clip pour lequel vous pourrez voter en masse est Otoshimono, cette merveilleuse balade. Il y aura aussi le nouveau clip du groupe Geeks. Le clip c'est Minx Melancholia qui se passe dans une fabrique. Le clip du HP dont je n'ai pas le nom vu que je n'ai pas été mise dans la confidence. Et enfin, une belle nouveauté de chez Sony, Supercell avec le clip My Dearest qui se trouve être le premier opening de l'anime Guilty Crown. Voilà, pensez à voter pour le JT, je vous fais des gros bisous et à jeudi prochain dans Auto. Bye! Si on réfléchit bien, on peut aussi dire que No Life fonctionne en partie en crowdfunding, puisque ce sont quand même les abonnements qui permettent à la chaîne de continuer. Donc n'hésitez pas à vous abonner, mais ce que j'aime bien aussi, c'est que le crowdfunding n'est pas forcément une logique de don, puisque en général, quand on soutient un projet, c'est aussi pour avoir, par exemple, l'album ou le jeu, une copie pour soi. Et là, sur No Life, vous avez toutes les émissions en streaming, par exemple. Vous imaginez un petit peu si Yu Suzuki lançait Shenmue 3 en crowdfunding. Bon, je sais que c'est pas aussi simple, mais ça fait rêver. Et je vous dis à la prochaine. 君はもういないのに全ては